Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. La rancœur entre le père et ses deux fils s'est transformée en haine. Papa, on attendra ta mort. Une enquête de Sébastien Deveau. Au milieu des engins de chantier alignés comme à la parade, Gérard dresse son mètre 80 et ses 100 kilos pour crier « Vous me devez 400 000 euros. Il va falloir me faire un chèque. » Malgré son âge, ses cheveux blancs, il a toujours la voix puissante d'un homme solide accoutumé à commander. Mais son fils aîné Jean-Pierre, qui à 44 ans n'est plus un gamin, lui répond « Pas un sou. Les 400 000, c'est pour la baraque que tu nous as fauchés. » Le vieux rétorque un ton plus bas. « Continuez comme ça, les enfants, et vous ne passerez pas Noël. Nous sommes le 2 décembre. La famille a juste 3 semaines pour régler un conflit vieux de 10 ans. » Quand Gérard naît en 1947, la vigne de ses parents ne couvre pas encore la région de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en Indre-et-Loire. Ce sont juste des agriculteurs prospères qui élèvent vaches et moutons, dont ils tirent de bons revenus. Avec ses toits d'ardoise et ses hautes fenêtres, leur ferme de pierre blanche a des airs de maison de maître. Gérard pourrait prendre la relève, mais ça ne l'attire pas. À 18 ans, il préfère se faire offrir un vieux berlier pour faire le transport de bois, de fumier ou de sable à travers le canton. Payé au black, de préférence. À 20 ans, il s'offre une tractopelle et offre ses services pour creuser étangs et fossés. Il est dynamique, ambitieux. Raymonde, qu'il épouse à 23 ans, est tout comme lui, travailleuse et tenace, sous ses allures de petite brunette aux cheveux courts. Gérard a trouvé la partenaire idéale. Il a déjà 3 enfants en 1977, quand il se décide à faire le grand saut en devenant officiellement entrepreneur de travaux publics. Mais pour créer une société, il faut avoir un certificat de capacité professionnelle. Comme Raymonde est plus douée pour les études, c'est elle qui passe l'examen. Elle prendra la direction officielle de l'entreprise. Gérard, lui, sera le directeur technique. Le salarié de sa femme, en quelque sorte. Mais quelle importance. En réalité, c'est lui le patron. Ce qui lui plaît, c'est s'en aller tôt le matin pour rejoindre la zone industrielle de la petite prairie où il a ses hangars, pour motiver ses équipes, tester les machines, nouer de nouveaux contacts. Entre cette femme de tête et cet homme de terrain, la collaboration est fructueuse. L'entreprise devient, sans jeu de mots, un poids lourd du secteur. Dès qu'ils sont en âge, Gérard y fait entrer ses fils à part égale. Tout roule. Jusqu'à la mort de la mère de Gérard en 2003. La succession se règle à l'amiable, en apparence. Gérard préférant la terre et les vignes, il laisse à son frère Jean la belle maison de leurs parents. Abandonner aux cousins la maison de mamie. Ses 2 fils sont déçus, frustrés. Autour de cette bâtisse qui leur échappe, ils se mettent à faire des châteaux en Espagne. S'ils l'avaient eu, ils auraient pu faire des chambres d'hôtes ou un hôtel. Un fossé se creuse entre le père et ses fils. Raymonde prend leur parti. Les rapports des époux se dégradent. Au cours d'une dispute, Gérard gifle publiquement sa femme. A-t-il oublié que c'était elle la patronne? Elle le licencie pour faute, comme un simple salarié. À 58 ans, il est mis à la porte de sa propre société. Une société qui porte son nom et possède à présent un long hangar neuf, au bardage gris, des dizaines d'engins, un second site à Chinon et ses propres carrières. C'est lui qui a créé tout ça, développé de A à Z. Et pourtant, ses fils et sa femme en contrôlent 75% des parts. Gérard n'a même plus le droit d'y entrer. Il entame une procédure pour licenciement abusif. Il gagne devant les tribunaux, mais du coup perd définitivement sa place dans la famille. Raymonde demande le divorce. Dans le partage, elle obtient la maison où le couple vit, à Brain-sur-Alonne. Après avoir perdu l'entreprise, voilà que Gérard perd son domicile. Il lui reste toujours un peu d'argent, bien sûr. Et alors?
Quand il passe devant son entreprise et qu'il voit ses anciens employés détourner le regard derrière le grillage, c'est comme si on lui arrachait le cœur. Le soir, pour cacher sa nostalgie, il se réfugie dans une cave troglodyte qui lui reste. Un véritable terrier où il dort sur un matelas humide, éclairé par une simple bougie. Comme s'il voulait se punir. Il détient encore 25% des parts de la société, mais celle-ci ne lui rapporte rien. Car sa femme et ses fils réinvestissent tous les bénéfices de l'entreprise au lieu de les redistribuer. Ses parts, Gérard voudrait bien les revendre pour refaire sa vie dans une petite maison. Mais voilà, les seuls qui pourraient les racheter, ce sont Raymond et leurs 2 fils. Et ils sont impitoyables. Quand Gérard leur propose une transaction au prix cassé de 400 000 €, ils répondent froidement « Pourquoi payer alors qu'il suffit d'attendre ta mort ?» Une nouvelle action en justice lui permettrait sans doute de leur forcer la main, car il a le droit pour lui, mais il n'a plus le courage. De toute façon, mon fusil est prêt. J'ai 3 balles, une pour chacun d'eux. Comme il a toujours été grande gueule, personne ne le prend au sérieux. Pourtant, le projet fait son chemin dans son esprit. Il achète pour quelques billets une vieille 406 bleue qui lui permet de circuler sans être reconnu. Le 22 décembre, il croise d'anciens ouvriers de sa boîte. Il leur offre un verre et commente avec eux une partie de boules de fort, une sorte de pétanque locale. Il se montre serein, enjoué. Personne ne pourrait imaginer ce qu'il mijote quand il les quitte à 18h30. À bord de sa 406, il va jusqu'au siège de l'entreprise. Là, il se couche à plat ventre dans l'énorme godet d'une chargeuse, son fusil à la main. Vers 18h45, Raymond quitte les bureaux. Gérard fait feu à 7 mètres, la touchant d'une charge de plomb à l'abdomen. Ensuite, il dépose chez sa fille un sac contenant des papiers et une lettre d'adieu avant d'incendier sa voiture dans la campagne de Brain-sur-Alône. Puis, il part en stop jusqu'à sa cave. Son refuge fait partie d'une série de tunnels qui s'ouvrent dans la roche blanche, en lisière de forêt. Gérard tire une porte à claire-voie et s'enfonce dans l'obscurité. On le retrouvera le lendemain vers 18h, son fusil en travers du torse, la mâchoire arrachée par la décharge. Atteint à la rate, Raymond a heureusement survécu. Mais Jean, le frère de Gérard, est triste et en colère. Ce sont eux qui ont tué Gérard, accuse-t-il. On n'en serait pas arrivé là s'il lui avait donné ce qu'il réclamait légitimement. Après tout, c'est lui qui l'a faite, cette société, non? Gérard avait prévu 3 balles. Une pour sa femme, 2 pour ses fils. Finalement, il leur a laissé la vie, ainsi que la totalité de son héritage. Les 400 000 € qu'il refusait à leur père, ils les ont empochés à sa mort, comme il l'avait prédit. Ils sont désormais riches, mais pas sûr qu'ils osent se regarder dans une glace. Les noms et prénoms ont été modifiés dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée. Retrouvez 40 autres histoires liées au travail aussi dingues que terrifiantes dans notre hors-série Crime au bureau, en vente actuellement chez votre marchand de journaux et sur le nouveaudétective.com.